Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission Écho du Palais, chers amis téléspectateurs de la télévision de l'Unité nationale Congo 26. Bienvenue et meilleurs vœux, bonne année 2026 et merci à vous qui nous suivez pour ce tout premier numéro de l'année 2026. Mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau messieurs Paki Pakabomba, Sylvestre Pakabomba Mukenge. Il est activiste de droits de l'homme. Avec lui, nous allons donc devoir parler des violences numériques basées sur le genre. Bonjour, monsieur Pakabomba Mukenge. Bonjour Chantal. Merci d'avoir répondu à notre invitation et je vous souhaite par la même occasion une très belle année 2026. Merci beaucoup Chantal et mes meilleurs voeux à toi aussi. Merci de commencer l'année en droit de l'homme et en protection des femmes. Super, merci beaucoup. C'est un honneur en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. Comme je le dis dans l'annonce, mesdames et messieurs, nous allons parler des violences numériques basées sur le genre. Comme vous le savez, au mois de décembre dernier, nous avons donc célébré les 16 jours d'activisme sur les violences, contre les violences basées sur le genre. Et donc, les thèmes qui a été abordé, c'était celui lié aux violences numériques. Que doit-on comprendre des violences numériques? Comment se protéger? Que dit la loi? Comment se prévenir et comment la loi définit-elle ou punit-elle tout ce qui a trait aux violences numériques? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par violence numérique? C'est ça, au fait, toutes ces questions sur lesquelles nous allons devoir aborder au cours de ces 30 minutes. Alors, Pakabomba Mukenge, vous êtes activiste de droits de l'homme. L'année 2025 vient de se terminer. Je crois que vous êtes congolais en tant que tel, en tant qu'activiste des droits de l'homme. Vous avez peut-être une idée sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Me poser la question sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pour quelqu'un comme vous m'avez présenté, activiste des droits de l'homme, oui, mais en tant que tel professionnel au sein des Nations Unies, en tant que coordonnateur d'une unité chargée de la promotion des droits de l'homme au sein de la MINUSCA, mission des Nations Unies en République centrafricaine. Donc, activiste parce que ça fait partie de notre vie de s'intéresser aux questions des droits de l'homme et de ses points de vue. Si je peux donner un point de vue sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, ça ne serait qu'un point de vue d'un regard lointain d'un citoyen qui vit à l'étranger, mais proche par rapport au fait que c'est mon pays et je suis de près la situation du pays. Elle ne peut être déconnectée de la situation de conflit et sécuritaire qui touche l'Est de notre pays et qui a un impact sur tous les droits de l'homme par rapport à la réactivité de l'État, par rapport à l'utilisation de ses moyens. Et donc, je dirais que cette situation-là n'est pas loin, je ne dirais pas de la catastrophe, parce que chaque fois qu'il y a mort d'homme à cause d'un conflit, chaque fois qu'il y a utilisation des moyens pour aller combattre les ennemis du pays et permettre justement à l'État de restaurer son autorité afin de protéger les droits de l'homme, la situation est mauvaise. Et c'est de ce point de vue-là que je pense donner un point de vue général. Mais du point de vue particulier, peut-être avec une certaine évolution, avec la budgétisation d'un certain nombre d'activités, on peut se dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Je ne pourrais pas vraiment faire un diagnostic de la situation des droits de l'homme. D'autant plus que vous n'êtes pas actif, très actif sur terrain. Oui, pas nécessairement très actif sur le terrain, mais de manière objective, je n'ai pas toutes les données. Je vois cette situation-là du point de vue général en tant que citoyen vivant loin. Mais tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a l'utilisation des moyens de l'État pour restaurer l'autorité qui n'est pas du tout restaurée sur l'ensemble du territoire, je pense que la situation n'est pas bonne. Justement. Et il faut le dire comme ça. Et en tant que fonctionnaire international, parce que comme vous l'avez dit, basé en Centrafrique, peut-être vous avez une idée quand même par rapport à cela.
une vision un peu claire par rapport à l'Afrique centrale, ou là où vous êtes basé effectivement. Comment ça se passe, les choses, comment elles se passent? Parce que là, vous êtes quand même en contact direct. Est-ce quand même différent de la RDC, ou bien l'Afrique a encore des choses à faire, beaucoup de pas à faire pour pouvoir espérer, penser, parler du respect des droits de l'homme? Oui, pour parler du respect des droits de l'homme en Afrique, les situations sont différentes des pays à pays, mais il y a une généralité de la conception générale qu'on s'est fait des droits de l'homme. Dans beaucoup de pays, quand on parle des droits de l'homme, les Africains voient ça comme une greffe venue d'ailleurs, qu'on voudrait leur imposer. Vous connaissez les discours anti-occidentaux qui existent dans la plupart des plateformes, où on présente les droits de l'homme comme quelque chose venu d'ailleurs, qu'on voudrait imposer aux Africains. Droits de l'homme. Voilà. Et cet aspect-là impacte sur la façon dont on conçoit les droits de l'homme et la vie des populations par rapport à ça. En République centrafricaine, comme ici, il y a un conflit armé. Même si le conflit armé en République centrafricaine tend à se taire, il y a quelques poches de résistance, ça a un impact sur la situation des droits de l'homme. C'est principalement les types de violations qu'on connaît, les tueries et les attaques contre les populations civiles par les groupes armés. Mais un processus électoral a eu lieu et à la fin de cette année, il y a eu des élections. Nous sommes en attente des résultats. Ça s'est passé dans le meilleur des calmes. Et nous espérons qu'avec la restauration progressive de l'autorité de l'État dans ce pays, la situation des droits de l'homme va s'améliorer. Mais en dehors de ça, ce sont les aspects liés à la conception que les Africains se font des droits de l'homme qui font qu'on conçoit cette situation comme externe. Et de ce point de vue, on pourra dire qu'un certain nombre d'aspects comme la situation des femmes, la situation des enfants, la façon dont l'autorité réagit aux violations à travers sa justice, les poursuites contre les auteurs, il y a encore beaucoup de défis importants. Puisque les Africains, entre guillemets, ont cette conception un peu biaisée de droits de l'homme, quelle est la meilleure lecture selon vous, puisque vous êtes spécialiste, et quelle est la meilleure lecture que l'on devrait avoir sur ce concept? Il faudrait déjà que les Africains comprennent, les Africains en général, mais tout le monde en particulier, je me répète, comprennent que quand on parle des droits de l'homme, on parle des attributs qui nous appartiennent parce que nous sommes humains, quelle que soit notre situation. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit africain, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit enfant, nous avons des attributs qui nous appartiennent simplement parce que nous sommes humains. Et si on conçoit les droits de l'homme de ce point de vue, on pourra avoir une meilleure façon de les considérer. C'est comme ça qu'en tant qu'obligation de l'État, l'État fait tout pour les garantir à chacun. La meilleure façon de restaurer les droits de l'homme dans la conception, c'est déjà de faire connaître ces droits aux gens. Il faut démontrer qu'il ne s'agit pas d'une greffe venue de l'Occident au profit des Congolais ou des Africains, mais qu'il s'agit exactement des attributs qui appartiennent à tout être humain et que chaque être humain devrait se sentir attitré de réclamer le respect des droits de l'homme. Et quand ils ne sont pas respectés, il faudrait qu'on puisse avoir la possibilité de les réclamer. Ce respect des droits de l'homme, tout le monde peut être en mesure de pouvoir les réclamer. C'est aussi cette thématique sur laquelle nous nous sommes intéressés aujourd'hui. Nous voulons donc parler des violences numériques, les violences numériques basées sur le genre. Selon vous, Sylvestre Pakabomba, que doit-on comprendre par les violences numériques? Pour comprendre les violences numériques basées sur les genres, nous devons définir tous les termes. On commence par définir les violences basées sur les genres. En réalité, la violence est définie comme toute contrainte, toute action qu'on fait sur une personne sans son consentement et qui lui pose un préjudice. De manière simple. Je vous donne un coup. Vous n'avez pas besoin de mon coup et quand je vous donne le coup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous fait mal. Il y a un préjudice qui est causé par mon action contraignante contre ta personne. Et il y a des violences qu'on exerce comme ça sur des personnes en tenant compte uniquement de leur genre. Quand on dit le genre, on voit la conception que s'est fait la société des rôles qui ont les hommes et les femmes dans la société. C'est ça le genre.
cette conception que nous avons de dire la femme c'est pour aller au marché, l'homme c'est pour aller au travail. On a même étudié ça à l'école. Maman va au marché, papa va au travail. C'est une conception du genre. C'est-à-dire, il n'est pas interdit à papa d'aller au marché et à maman d'aller au travail. Mais nous avons été élevés dans une conception où papa va au travail, maman va au marché. C'est cette perception sociale qu'on appelle le genre. Et sur base de cette perception sociale, il y a des violences qui sont commises contre les hommes ou contre les femmes en fonction de cette conception. Interdire à une fille d'aller à l'école parce qu'on n'a plus d'argent, on va donner la priorité au garçon d'aller à l'école et la fille va attendre. Parce que dans la conception de cette société, c'est le garçon qui doit s'occuper de la famille et la fille doit s'occuper de son foyer. C'est une violence contre la fille, le fait de lui interdire d'accéder à une opportunité ou à une ressource. Mais c'est une violence socialement acceptée en fonction de la conception qu'on s'est fait de l'homme et de la femme. Et de ce point de vue, les violences basées sur les genres, ce sont justement les types de violences qui sont exercées sous quelque forme que ce soit, contre les hommes ou les femmes, en raison de leur genre, différent du sexe. Le genre, c'est la perception sociale qui donne des rôles au sexe. Et le sexe, c'est les différences biologiques. Alors, ces violences, depuis la nuit des temps, comptent un certain nombre de formes. Ça peut être la violence physique. Le fait pour un homme de toucher une femme et de lui donner des coups et blessures. Elle peut être psychologique, quand on utilise les insultes et autres qui portent atteinte à la dignité de la personne. Elles peuvent être économiques quand elles empêchent les femmes ou les hommes d'accéder à certaines opportunités. Le fait qu'il y ait une loi sur le travail qui privilégie les hommes en termes de salaire par rapport aux femmes. C'est une violence de type économique. Le fait qu'il y ait l'exclusion des filles d'aller à l'école parce qu'il n'y a plus de moyens, c'est une violence de type économique. En droit, on appelle ça déni d'opportunité et déni d'opportunité. Et enfin, il y a des violences de type physique mais qui touchent la sexualité. Ce sont les violences qu'on appelle sexuelles. Donc, violence physique, violence psychologique, violence sexuelle, et puis violence économique, qui touche les hommes et les femmes en raison de leur genre. Alors, comme nous vivons dans des sociétés patriarcales, où il y a une prédominance de la masculinité, la plupart des personnes qui subissent ce type de violence en raison des relations de pouvoir, ce sont les femmes. C'est pourquoi ces violences sont souvent commuées ou confondues à ce qu'on appelle les violences faites aux femmes. En réalité, les violences basées sur les genres peuvent toucher tout le monde. Mais comme nous vivons dans une société où la femme, en raison d'un certain nombre de paramètres historiques, psychologiques, sociaux, biologiques, a souvent été dominée par l'homme, ces violences-là se manifestent plus envers les femmes. C'est pourquoi on parle des violences faites aux femmes. Et quand on a conçu les 16 jours d'activisme, c'est justement le moment du 25 novembre au 10 décembre qui permet aux gens de discuter de la pertinence d'assurer à la femme une meilleure protection contre ce type de violence. Et maintenant, cette année, on a dit violence numérique basée sur les genres. Quand on ajoute les termes numériques, on veut juste préciser qu'en dehors des violences que nous avons dans l'espace physique, il y a des violences qui s'exercent en ligne. Quand on dit numérique, on fait référence à ce qui s'est fait en ligne. Mais ce qui s'est fait en ligne et qui a des répercussions sur la situation réelle des personnes. C'est différent des violences virtuelles. Quand on dit virtuel, ça veut dire qu'on reste dans un monde irréel. Même si le monde en ligne est un monde irréel, on utilise l'expression numérique pour dire qu'il peut y avoir un impact de ces violences faites en ligne sur la situation réelle des femmes ou des personnes qui sont atteintes. Donc, en réalité, pour définir maintenant les violences numériques basées sur les genres, il s'agit des violences qui s'exercent en raison du genre des personnes, principalement des femmes, pour les exclure de l'espace numérique, parce que c'est l'espace sur lequel elles apparaissent pour promouvoir leurs droits, mais aussi des violences qui s'exercent par la voie numérique pour empêcher ces femmes d'accéder à leurs droits à travers un certain nombre de formes dont on va discuter. Mais alors, vous avez parlé vous avez évoqué un élément comme quoi il n'y a pas que les femmes qui subissent
les violences, il y a aussi les hommes. Mais l'impact n'est pas le même quand même. Lorsque vous évoquez quand même le fait que l'homme aussi peut être victime de ces violences, et comparativement à la femme, l'impact n'est pas le même. Je devrais définir les violences basées sur les genres en précisant qu'il s'agit des violences qui peuvent toucher et les hommes et les femmes. J'ai été très clair en précisant maintenant que, à cause d'un certain nombre de raisons historiques, politiques, sociales, psychologiques, biologiques, les femmes se trouvent dans une situation de dominer par rapport aux hommes, les relations de puissance et de pouvoir. C'est ça qui fait que on a tendance à confondre, quand on parle des violences basées sur les genres, aux violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes sont une violence particulière qui touche les femmes simplement parce qu'elles sont femmes. Et elles sont prévalentes dans une société comme la nôtre qui est patriarcale. Vous avez raison de dire que les impacts sont différents. Mais on doit déjà, dès le départ, se dire que quand on parle de violences basées sur les genres, elles peuvent avoir les deux formes. Attaquer les hommes comme attaquer les femmes. Mais dans la précision qu'il faut donner, c'est que dans la société patriarcale qui est la nôtre, l'impact sur les femmes est plus grand parce que les femmes sont déjà dans une situation parfois juridique de dominer, mais généralement une situation réelle ou de pouvoir de dominer. Quelles sont donc les violences qui peuvent se retrouver quand on parle du numérique, des violences numériques? Quelles sont les violences qui entrent en jeu? C'est quoi, au fait? On peut citer quoi et quoi concrètement? Aujourd'hui, quand on en parle de manière spécifique, pour parler des violences numériques, on vise un certain nombre de violences particulières. J'ai dit premièrement qu'elles peuvent être toutes formes de violences, mais exercées en ligne. Vous savez qu'avec le développement de l'outil informatique et des technologies de l'information et de la communication, toutes les communications ne se font plus de bouche à oreille. Elles se font sur base d'un outil numérique. Vous vous asseyez dans votre chambre, vous mettez un micro, vous mettez votre téléphone, vous publiez quelque chose qui a un impact sur l'ensemble du monde, sur vos réseaux sociaux, et qui porte atteinte à des vies des gens, qui portent atteinte à la réputation des gens. C'est ce genre de questions qui sont sur la table quand on parle des violences numériques. Principalement quand il s'agit des violences numériques faites contre les femmes, il s'agit de ce type de violences qui utilisent l'outil informatique, mais qui visent à écarter la femme de l'espace public numérique, l'espace civique. Vous savez, avec le développement des droits des femmes, beaucoup de femmes ont pris la parole. Beaucoup de femmes ont brisé des tabous. Beaucoup de femmes ont commencé à parler. La violence numérique commence par la tentative de taire ces femmes. C'est pourquoi c'est les journalistes, c'est les activistes des droits de l'homme, les femmes qui se battent en tant que porte-voix, qui sont les premières victimes de ce type de violence. C'est quelle violence? La première, ce serait de les pousser à ne pas parler. À travers quoi? À travers des attaques cybernétiques, par exemple, à travers l'utilisation des données personnelles, à travers la pornographie de la vengeance. Les femmes qui font l'activisme, ce sont des femmes des gens. Elles peuvent avoir une vie privée. Une vie privée qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais grâce à l'attaque numérique, on peut utiliser des informations privées pour les mettre hors d'état de nuire. Par exemple, utiliser la pornographie de la vengeance. J'explique la pornographie de la vengeance parce que c'est l'outil le plus important. Oui, le plus utilisé d'ailleurs. Le plus utilisé. Pour faire Utiliser les données intimes comme moyen de menacer pour que la femme ne puisse plus parler. Vous voyez une activiste, on fait sortir un sextape de cet activiste en disant « Si tu parles, on va publier. C'est une utilisation indue des données personnelles, de la vie privée de quelqu'un, à des fins pornographiques, pour l'empêcher d'exercer son droit de participer à l'espace civique. Les femmes politiques souffrent de ça. Ça, c'est une des formes. Une autre des formes, ce serait de proférer des insultes à l'égard d'une femme, simplement parce qu'elle est femme. Ici au Congo, comme je suis un peu les informations, il y a une époque où il y avait... c'est comme si, même en tant que femme politique, on ne peut pas tomber enceinte. Les gens sont entrés dans la vie privée d'une autorité politique pour questionner qui serait son mari,
pourquoi elle est enceinte. Est-ce que le fait qu'elle est enceinte ne va pas porter atteinte sur l'exercice de sa fonction. À l'exercice de sa fonction. Mais qu'est-ce que ça a à faire? Ce genre de propos, ce genre d'attaques, ce genre d'informations, ce genre de propagation de nouvelles vise à empêcher les femmes. Il semble que ce sont des personnalités publiques qui devraient prêcher par l'exemple, et on sait que, compte tenu des valeurs qui nous régissent, il est quand même bienséant de pouvoir connaître le père de cet enfant qu'on porterait dans son sein. Est-ce un péché si l'on se renseignait un peu sur ça? Parce que c'est quand même un modèle qui nous dirige. Nous ne sommes pas en quoi est-ce que ça serait une violence? C'est pour ça que c'est lié aux droits de l'homme, parce que nous ne sommes pas dans une Jamhouria, une république islamique, ou dans une république chrétienne. Nous sommes dans un État laïque. Il y a des principes qui gouvernent la laïcité. C'est le respect de la vie des gens. Il n'est pas prévu dans les codes, quelques codes, que ce soit en République démocratique du Congo, que l'exercice d'une fonction publique puisse être l'apanage des personnes mariées ou des personnes qui auraient... Il n'y a pas quelque part parmi les critères ou les conditions d'accéder à certaines fonctions, la présentation d'un certificat de mariage ou la présentation, je ne sais pas, d'une carte de marié pour être autorité publique. Et pourtant, dans la jouissance des droits de l'homme dont on a parlé, toute femme a le droit, si elle veut procréer, de le faire sans rendre des comptes. Ça n'a aucune incidence sur ses capacités, sur ses compétences. Voilà, et c'est ça, l'idée qu'il y a derrière les attaques numériques contre ce type de personnes, c'est justement de les empêcher d'exercer en tant que femme. Et c'est pourquoi ça devient une violence faite à la femme. Mais Sylvestre, vous avez, avant qu'on puisse aborder l'aspect lié à la loi sur le numérique, lorsqu'on parle, vous avez évoqué par exemple la pornographie faite ou utilisée comme moyen de chantage, utilisée comme moyen de pouvoir faire une certaine pression sur une femme. Mais vous avez affaire à des femmes qui prennent plaisir de pouvoir s'exposer elles-mêmes. Et dans ce cas, on parlerait d'une violence? Parce qu'elles se tiennent devant leur téléphone, elles considèrent que lorsqu'on expose ces nudes, par exemple, excusez-moi le terme, lorsqu'on expose les nudes, on a plus de vues sur les réseaux sociaux et on s'étape de l'argent. Et dans des conditions comme celle-là, il y a des activistes qui pensent qu'il faut aussi accompagner ces personnes-là qui s'exposent elles-mêmes. Oui, moi, je parlais des violences numériques que subissent certaines victimes. Je ne parlais pas de l'exposition personnelle d'une personne. Vous savez, moi, tel que je suis là, si j'ai envie d'enlever mes habits et de les publier, et de me publier sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de contrainte sur ma personne. Mais est-ce que je commets une infraction? C'est possible. C'est pourquoi, pour ce genre de cas, il faut voir, nous avons des infractions comme outrage public, commerce, ainsi de suite. Ces genres d'infractions qui portent atteinte à la moralité publique, si elles sont prévues par le code pénal et qu'elles sont prévues par le code numérique, évidemment, les auteurs doivent être poursuivis pour ça. Mais vous savez, dans le cadre de ce qu'il y a comme violence numérique ou bien dans le cadre de la régulation numérique, il y a des difficultés. C'est de déterminer déjà qu'il y a infraction. La territorialité, une personne qui se trouve en France, qui est congolaise, qui publie ses nudes pour exposer dans un public congolais, est-ce que la justice congolaise a la capacité, même si elle avait la possibilité de l'attraper, est-ce qu'elle a la capacité de l'appréhender? Ça, c'est d'autres types de questions. Nous, quand on parle de violences numériques, comme le terme l'indique, il faudrait qu'il y ait une personne qui les subit. Et ici, quand on parlait de violences numériques subies par les femmes, il fallait déterminer un certain nombre de leurs formes. Et c'est dans ça que nous sommes. Mais si une personne, de son propre gré, choisit de s'exposer en public, il n'y a aucune violence qui puisse être exercée sur elle. Si dans son exposition, elle commet une infraction, évidemment. Le ministère public peut s'en charger. Ça dépendra de comment la loi le prévoit. Quel est le rôle du ministère public dans la poursuite d'une personne qui s'expose? Est-ce qu'il y a une plainte préalable? Est-ce qu'il peut se saisir d'office? Ça, ce sont des principes qu'il faut lire dans le cadre des codes pénals. Et dans le cadre du code numérique, est-ce qu'on a prévu des infractions particulières qui consisteraient à l'utilisation abusive des réseaux sociaux pour commettre des infractions? Évidemment, oui. Il faut voir ce que prévoit le code. Mais il n'est pas question d'utiliser ça
c'est lui qui prend une image publiée par une autre personne, sachant que la personne a commis l'infraction en s'exposant, et qui lui va publier, transférer et autres, il est en train aussi de commettre l'infraction. Si on le poursuit, il ne va pas se cacher derrière le fait que la commission de l'infraction par l'auteur principal le couvrirait. C'est ça la vraie question. Les violences, c'est quand d'autres personnes veulent exercer des pressions sur une personne, même si cette personne a été la première à publier ses propres... C'est elle qui a commis son infraction. Vous, quand vous, dans le cadre du travail des journalistes, par exemple, vous venez relayer une information, sachant que cette information-là est infractionnelle, vous vous associez à la commission de l'infraction. Justement. C'est la même chose que ceux qui multiplient ou bien qui partagent des informations qui ne sont pas correctes. Donc, comme pour dire qu'il faut être sélectif, il faut vraiment être sûr, choisir quoi publier, choisir quoi relayer, quoi transférer. Aujourd'hui, même dans les groupes WhatsApp, même sur Facebook, dans les différents réseaux sociaux, lorsque vous transférez quelque chose qui n'est pas bonne, qui n'est pas digne, qui est infractionnel, vous êtes poursuivable, même si vous n'êtes pas auteur direct de ces faits. Mais bien sûr, dans les droits pénals le plus simple, on a étudié la corréité, la complicité et le fait d'être auteur d'une infraction. Si le code numérique prévoit que l'utilisation de telles informations, de telle façon, constituerait une infraction, si vous, dans votre irresponsabilité, parce que même dans le travail des journalistes, par exemple, il y a la déontologie. Justement. La déontologie journalistique vous demande quel type d'informations vous devez publier. Vous n'allez pas... Et quel type d'outils vous devez utiliser pour informer. Vous n'utilisez pas l'outil numérique ou bien l'outil de communication pour désinformer ou pour diffuser des fausses nouvelles, ce qu'on appelle les deepfakes, ou bien pour diffamer contre les personnes, ou bien pour exposer les infractions que ces personnes auraient commises de leur propre chef, autant de se faire complices ou bien co-auteurs de la diffusion. Puisque dans le cadre du code numérique, la diffusion d'une information, ça peut être l'élément constitutif de l'information. La diffusion. La diffusion peut se faire par le partage. Quelque chose qui est interdit, vous diffusez ça. Vous mettez ça à la disposition du public. Parce que vous êtes un auteur public, un journaliste suivi. Moi, si je publie une information sur ma page, j'ai combien de personnes qui me connaissent? Mais si une chaîne de radio, une chaîne de télévision prend mon information et la publie, je serai plus exposé que comme je l'ai fait sur ma propre page. Laissez-moi être poursuivi pour mon infraction. Ne vous associez pas à mon infraction au point d'être aussi poursuivable. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas dans le cadre de la violence numérique. L'utilisation des moyens infractionnels commis par d'autres à des fins de diffusion est une infraction. Mais la désinformation, c'est-à-dire l'utilisation abusive d'une information à des fins de dénigrer une personne alors que l'information a été publiée dans un autre cadre, c'est aussi une autre forme d'infraction. L'utilisation du numérique doit se faire en responsable. Nous avons un code numérique qui prévoit un certain nombre d'interdits. Et ce sont ces interdits-là, quand on y procède, qui constituent des infractions au code numérique. Mais quand on parle des violences numériques faites aux femmes, j'insiste, ce sont les violences qui visent deux choses. D'éloigner les femmes de l'espace public en utilisant la désinformation, en utilisant les dénigrements, en utilisant les insultes, en utilisant les deepfakes, en créant des fausses informations avec l'intelligence artificielle pour porter atteinte à l'honneur de ces femmes et les obliger à se taire. Parce qu'elles parlent beaucoup. Elles parlent beaucoup des femmes, elles veulent qu'on donne beaucoup d'espace aux femmes, il faut qu'on leur permette de se taire. C'est ça la plus grande forme. Et c'est pourquoi ça touche les femmes publiques. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Mais dans la sphère privée, le fait pour un homme, dans le cadre de sa relation conjugale, de vouloir accroître la fracture numérique. Vous connaissez la fracture numérique? C'est le fait que l'accès à l'outil numérique puisse être limité. On veut... C'est-à-dire, soyez beaucoup plus clair. Ça veut dire ceci. L'accès des hommes et des femmes à l'outil numérique est déséquilibré. Parce que les pouvoirs et les moyens dont disposent les hommes et les femmes pour accéder au numérique sont
aussi déséquilibré. La pauvreté est plus dans les milieux féminins que dans les milieux masculins. Les femmes, dans la société patriarcale, dépendent des hommes. Alors, cette pauvreté de la femme fait que la femme n'a pas beaucoup accès à l'outil numérique, qui est constitutif d'un outil de formation aujourd'hui, d'un outil d'accès à l'information. La fracture numérique, c'est justement ces déséquilibres qui existent entre les pays développés et les pays sous-développés dans l'accès à l'information, mais entre les hommes et les femmes dans l'accès à l'outil numérique. Dans cette optique, certains hommes, dans les cas des relations conjugales ou dans les cas de simples relations, demandent à leur femme ou à leur partenaire de ne pas s'exposer sur les réseaux sociaux, de ne pas avoir un WhatsApp, de ne pas avoir un compte Facebook, parce que ça les exposerait, entre guillemets. Alors qu'ils pouvaient accéder à d'autres types d'informations là-dessus. Ce type d'interdiction, ce type de violence, c'est une forme de violence numérique. Mais il faudrait que la personne qui estime qu'elle est violentée, qu'elle puisse s'exprimer dans des cas comme ceux-là. Vous savez, c'est des relations privées. C'est pour ça qu'on parle des promotions et des sensibilisations des gens. Ce n'est pas une révolte. Certains qualifieraient cela d'incitation à la révolte. Je ne sais pas. Chose généralement qu'on reproche aux activistes et à tous ceux qui sont engagés pour les droits de l'homme. Non, c'est dans un espace privé. Mais vous savez, quand on parle des violences basées sur les genres, on parle souvent des violences conjugales, c'est-à-dire qui se font dans le cadre du mariage. On parle des violences dans les milieux professionnels, les harcèlements par exemple en milieu de travail, mais on parle aussi des violences dans l'espace public, comme les incitations à la violence contre les femmes qui veulent accéder au pouvoir. Les discours de haine et d'incitation à la violence qui ne visent pas une ethnie, mais qui visent plutôt la femme. Il y a des endroits où on dit, comme chez nous ici on dit Basi Bakoki Kotongambo Kate. En fait, c'est une boutade. Mais il y a des gens qui les mettent en pratique pour dire que les femmes n'ont pas leur place dans l'espace public et qui développent des discours visant à cibler les femmes dans ces cadres. C'est trop répandu actuellement avec l'espace numérique. C'est pourquoi les diffusions des messages de haine et d'incitation à la violence constituent une des formes les plus importantes d'exclusion de la femme de l'espace numérique. Et je crois que sur ce point-là, quand même, le président Félix est quand même à féliciter, malgré tout ce qu'on parle, tout ce qu'on utilise comme moyen pour pouvoir mettre un peu à l'écart les femmes. Il tient quand même à ce qu'il y ait une forte représentativité des femmes dans les institutions, parce qu'on n'a pas vu ça qu'avec la ministre des Affaires étrangères, mais on a vu ça également avec la ministre honoraire à l'EPST. Vous voyez, malgré ça, tout ce qui se raconte sur les femmes, le président tient quand même à ce qu'il y ait une forte représentativité des femmes dans les institutions. Là, il est quand même à féliciter. Je ne voudrais pas féliciter ici les autorités politiques, parce que cela fait partie des obligations de l'État. Vous savez, il y a eu une résolution 1325 de l'an 2000 qui demande à ce que les femmes soient associées au processus de paix. Femmes, paix et sécurité. Suivi d'une vingtaine de résolutions que les États membres, puisqu'il s'agit d'une résolution du Conseil de sécurité, donc elle est obligatoire, que les États membres doivent mettre en œuvre à travers des plans d'action. Je crois que nous sommes au niveau du troisième génération des plans d'action. Cette résolution prévoit ceci. 4 types d'actions à entreprendre pour la promotion des droits des femmes. La promotion, la prévention, la protection et la participation politique. Si aujourd'hui l'État congolais, à travers ses autorités, y compris la première autorité, choisit de faire droit aux femmes en facilitant leur participation à l'espace public, ce n'est qu'à féliciter. Il faut reconnaître que ce sont des progrès. Mais ils ne sont pas encore au niveau attendu. Parce que quand vous parlez de parité, qui est un principe constitutionnel d'ailleurs chez nous ici, il n'y a pas une contrainte qui a été établie dans le cadre de la mise en œuvre de cette parité, alors que c'est un principe constitutionnel. Dans des pays comme la République centrafricaine, par exemple, pour donner justement cet exemple, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas le principe de parité a été proclamé par la Constitution. Ensuite, il y a une loi sur la parité. Cette loi prévoit qu'à l'horizon 2030, les femmes doivent être représentées à concurrence de 50% dans les institutions. Mais en attendant 2030, il y a un quota de 35% obligatoire qu'il faudrait allouer aux femmes pour leur permettre progressivement de s'acoquiner avec la gestion du pouvoir public et d'être prêts
prête à l'horizon 2030 de s'appliquer. Il y a par exemple une institution qu'on appelle la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. La loi qui est venue en 2020 pour le choix des membres de la commission a dit clairement qu'en vertu de la loi de 2017 qui prévoit 35% au moins, sur les 11 commissaires, il doit y avoir obligatoirement 4 qui soient femmes. Quel que soit ce que vous allez faire, il y aura au moins 4. J'aimerais que nous puissions avoir ce genre de principes dans nos lois pour permettre aux femmes de participer le plus. Mais en dehors de ces lois, il y a toujours des gens qui font des incitations à la minimisation, au dénigrement des femmes pour montrer qu'elles n'ont pas la capacité justement de gérer les pouvoirs. Et c'est ça qui constitue la violence numérique à laquelle nous devons mettre fin à travers un certain nombre de moyens. Mais Sylvestre Bakabomba, nous parlons justement de ces violences numériques. Comment est-ce que une victime peut se faire justice lorsque elle tombe dans le coup de ces violences-là? Comment peut-elle procéder? C'est pour cela qu'il faut commencer par informer les victimes, éduquer les victimes. Il y a des lois. Nos lois prévoient des poursuites contre les auteurs des attaques personnelles. Si quelqu'un publie vos données personnelles sur les réseaux sociaux et que vous connaissez la personne, mais la loi vous donne la possibilité d'aller porter plainte contre la personne. Mais est-ce que nous avons les moyens? Mais justement, il y a aussi une sous-question qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a ces personnes qui se cachent derrière d'autres, qui ont des noms, des faux noms, par exemple, de faux comptes, mais ils le font justement pour atteindre un but donné, celui de faire un chantage quelconque, mais qui ne se présente pas comme il se doit. C'est pour cela que c'est de la capacité de l'État. C'est pour ça que de tout ce qu'on va dire ici, ça revient à l'État de prendre en charge un certain nombre de principes. Il ne suffit pas de publier un code numérique qui prévoit que quand vous êtes victime d'une attaque numérique, vous pouvez porter plainte. Il faut donner aussi des moyens à cette justice d'avoir l'outil informatique nécessaire pour détecter l'auteur. Il y a plusieurs façons. Une personne qui t'a promis que je vais publier tes sex tapes ou tes nudes, et que 2 ou 3 jours après, tu apprends que tes nudes sont sur les réseaux sociaux, même si tu ne connais pas l'auteur qui a publié, mais tu sais au moins la personne qui te l'a promis. C'est pourquoi, quand on parle des violences numériques, on commence par parler des menaces. On parle de harcèlement. Puisque généralement, l'acteur d'une violence numérique, généralement, il prévient avant de les faire. Quand on vous prévient d'aller dans l'espace public, c'est en vous disant, si vous faites ça, je ferai ça. Voilà là où il faut commencer. Deuxièmement, il faudrait doter les acteurs judiciaires et les acteurs qui interviennent dans la lutte contre l'impunité numérique des moyens nécessaires pour détecter ce type d'informations. S'il n'y en a pas, on aura une réponse pénale inefficace par rapport à la volonté des victimes d'aller porter plainte. Troisièmement, il faut sensibiliser les gens dans la société pour leur dire qu'il n'y a rien d'impuni. Ces lois-là, loi sur le numérique, la loi pénale et autres on doit sensibiliser les gens sur ces lois-là pour leur dire qu'il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas une personne qui a le droit de s'en prendre à votre vie privée sans qu'elle ne puisse répondre de ces attaques. Parce qu'il y a des conséquences sur les violences numériques. À part exclure une femme de l'espace public, il y a des conséquences psychologiques. Il y a un stress permanent. La santé mentale est La santé mentale. Et dans notre société patriarcale, il y a des conséquences qu'il peut y avoir sur sa vie conjugale. Si vous vous attaquez, la stigmatisation sociale et autres. Il y a tout un tas de choses. C'est pour ça qu'on parle de violence. Et à chaque type de violence, il y a un moyen d'y répondre. Il faut avoir, pour les femmes publiques, par exemple, avoir un contre-narratif. Utiliser aussi l'outil informatique pour répondre. Pas répondre publiquement pour donner le flanc à ceux, puisque chaque fois quand on les fait, on dit « Ah, elle ne devait pas répondre, elle ne devait pas répondre. » C'est une femme publique, vous venez de le dire ici, par exemple, pour la ministre des Affaires étrangères à l'époque, elle a publié un communiqué pour dire qu'il y aura des poursuites. Oui, mais il y en a quand même de celles-là qui sont revenues sur ça. Pourquoi il est intervenu, pourquoi il a parlé. C'est ça, c'est son droit.
C'est son droit. Pour protéger sa propre réputation, on ne peut pas limiter les moyens en disant c'est une façon de donner les flancs. Ça, c'est stratégique. Mais on ne peut pas priver à une personne qui se sent lésée dans ses droits d'exercer son droit de réponse, d'exercer aussi son droit de poursuivre les auteurs de ces attaques numériques. Mais dans un milieu où le numérique n'est utilisé que pour la blague, la plaisanterie et autres, si les autorités judiciaires ne prennent pas des dispositions nécessaires pour s'adapter à ces genres de poursuites, les actions qu'on pourra entreprendre dans ces domaines seront vaines. Est-ce que nous sommes allés trop vite? C'est-à-dire, vous venez de le dire, qu'il faudrait que même ceux qui sont censés faire ce travail-là dans la recherche de ces infractions ou d'accompagner les victimes soient également formés. Est-ce que ce n'était pas au fait un travail qui devrait être fait en amont? Est-ce que notre État, nous, est en mesure de pouvoir doter à ces personnes des moyens qu'il faut pour atteindre justement cet objectif-là? On peut épiloguer sur le moment où on devait le faire. Oui. Mais dans une société, chaque fois qu'on constate... Vous savez, la loi pénale, c'est quoi? La loi pénale, c'est une réponse à une situation sociale. Si dans notre société, nous avons eu la tendance nouvelle d'utiliser l'outil informatique, l'outil numérique pour attaquer les gens, il faudrait que les législateurs réagissent. Et il n'y a pas un moment propice pour ça. Le législateur, il prend des règles. Il appartient aux autorités gouvernementales et autres de doter les autorités chargées de ces poursuites des moyens nécessaires. Doter les gens des moyens nécessaires, ça ne doit pas attendre. Vous avez dit que si vous êtes poursuivi, pourquoi aux États-Unis c'est possible de détecter la personne qui a publié la première? Parce qu'on a doté aux autorités de police, aux autorités judiciaires, des moyens nécessaires pour y arriver. Donc on le peut. Si ça s'est fait ailleurs, ça peut se faire ici. On ne va pas laisser les gens impunément continuer dans une pratique parce qu'on n'est pas prêt techniquement, alors que juridiquement, on a été prêt. Dès lors qu'on a compris que quelque chose est une antivaleur et qu'en tant qu'antivaleur, nous devons ériger une infraction, nous devons aussi doter les autorités qui sont chargées des poursuites des moyens nécessaires. Et ça, c'est une obligation. Il appartient à l'État de s'adapter et de permettre aux victimes d'accéder au redressement nécessaire. Il n'appartient pas aux victimes de rester dans leur coin, de commencer à pleurer dans leur coin parce que l'État n'a pas été capable de leur mettre à disposition des moyens de réponse. Donc, nous retombons encore sur les obligations de l'État de faire en sorte que les victimes puissent être protégées. Et ça, c'est un devoir. Ça n'attend pas le temps. Ok, ça n'attend pas le temps. Sylvestre Pakabomba, il est du devoir, de l'obligation de l'État de pouvoir protéger les victimes des violences numériques. Nous sommes en train d'étendre à la fin. Sylvestre Pakabomba, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que les victimes, quand on parle des violences numériques, est-ce qu'on peut aussi évoquer des témoins? Est-ce que les témoins peuvent aussi s'associer ou si la victime elle-même ne se prononce pas, est-ce qu'il peut y avoir des témoins, d'autres personnes, des tierces personnes qui peuvent s'élever et pouvoir saisir la justice pour le compte d'une victime quelconque? Est-ce possible? Non, vous savez, quand on doit parler du droit judiciaire, les droits de saisir les juridictions et autres, les principes ne doivent pas changer. Les principes sont les mêmes. En fait, si vous êtes lésé dans votre droit, c'est vous qui avez intérêt à agir. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt de sensibiliser les victimes qu'il y a des recours chaque fois qu'elles sont victimes. Est-ce qu'on peut les associer aux témoins? Bien sûr, nous sommes dans une procédure judiciaire. Dans une procédure judiciaire, à part les parties en matière pénale, il y a toujours d'autres personnes qui peuvent aider la justice à être rendue. S'il y a un témoin qui a vu la personne qui a publié la première fois, pourquoi pas? Peut toujours les dénoncer. S'il y a un témoin qui a été là quand la victime, quand la personne proférait des menaces, on peut attester que ces menaces provenaient de telle personne. La procédure judiciaire ne change pas parce qu'on est devant l'outil numérique. Ce qui change, c'est la mentalité qu'il faut inculquer aux victimes. Qu'elles puissent se dire que chaque fois que leurs droits sont atteints, elles ont la possibilité et l'État a prévu des moyens de les protéger. La deuxième chose, c'est de permettre à cet État-là de mettre les moyens nécessaires pour que les poursuites dans les cas de violences numériques puissent être efficaces.
pour les infractions à type économique, il y a des gens qui proposent parfois de créer une inspection économique. Mais pour des infractions du type numérique, il faut aussi créer peut-être un organe qui pourra être outillé. Créer, c'est peut-être possible, on a beaucoup d'autorités, de régulations d'autorités, mais pour être capable d'utiliser des moyens technologiques à la pointe afin d'identifier les auteurs et de les mettre à la disposition de la justice. Et comment on peut se protéger pour finir? Ce que les gens qui commettent les violences numériques cherchent, c'est l'autocensure. Empêcher ces femmes de s'exprimer et donc il n'y aura rien. La première façon de se protéger, c'est d'utiliser le contre-narratif. Vous devez aussi être impliqué dans l'utilisation des outils numériques afin que l'outil numérique puisse servir des moyens de promotion de votre participation politique. Il ne faut pas céder au chantage. Le deuxième moyen, c'est justement de faire en sorte que vous associez d'autres personnes on parle de la masculinité positive, des personnes qui combattent pour la cause de la femme afin que la femme puisse avoir sa place, y compris dans l'espace numérique. Et en République centrafricaine, par exemple, le président de la République, il est le champion de la masculinité positive. Même chez nous ici. Vous dites qu'ici aussi c'est le cas. Non, non, c'est comme ça. Voilà, il avait eu un prix de ce genre. Ouais. Ça veut dire que les moyens dont l'État doit disposer doivent être utilisés pour empêcher les acteurs, les auteurs de violences numériques de poursuivre. Et aussi, en anglais, on dit empower. Ça veut dire inciter les femmes à intervenir, promouvoir la participation des femmes dans l'utilisation de l'outil numérique. Comme ce n'est pas le numérique qu'on nous attaque, ce n'est pas le numérique que nous allons développer des contre-narratifs positifs. Pas des contre-narratifs pour créer une incitation à la haine contre les auteurs. Non, il n'y a pas de... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et troisièmement, il faut former les gens et savoir que nous avons tous des mêmes droits et nous avons la possibilité, quand ils sont atteints, de les réclamer, quelle que soit la voie qui soit disponible. Merci beaucoup, Sylvestre Pakabomba. Merci. Tout le monde a les droits, tout le monde est en mesure de pouvoir se faire... vous recouvrez ces droits de différentes manières, telles que les prévoit par la loi, et l'autorité étatique est obligée de pouvoir garantir à ses citoyens de pouvoir se protéger lorsque ils se retrouvent dans ces conditions-là. Mesdames et messieurs, Sylvestre Pakabomba, nous sommes vraiment à la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou si vous n'en avez pas, on passe à la désannonce. Non, le mot de la fin, c'est de dire que chaque fois qu'on parle des questions de protection des femmes, il y a toujours des voix qui s'élèvent pour dire les femmes sont comme les hommes, il faut qu'on cesse de parler des droits des femmes comme s'il s'agissait des avantages qu'on devait leur accorder. J'ai toujours souligné que promouvoir les droits de la femme, ce n'est pas lui donner un avantage, c'est corriger une inégalité historique, une inégalité sociale, une inégalité biologique que nous vivons dans la réalité, notre patriarcat. Il faudrait donc accepter qu'on puisse parler de temps en temps des moyens de promouvoir cette spécificité de la femme, et c'est ça qui justifie qu'on puisse parler aujourd'hui des violences numériques basées sur les gens, mais en insistant sur les femmes comme victimes. Merci beaucoup, Sylvestre Pakabomba. Merci, chers amis téléspectateurs de Congo 26 Télévision. Vous allez nous suivre sur notre chaîne qui est sur Canal+, et d'autres voies de communication sur les réseaux sociaux également. Merci de nous avoir accordé de votre attention. Nous finissons par ici et nous prenons rendez-vous avec vous au tout prochain numéro. Dans l'entretemps, nous vous souhaitons de passer des très bons moments sur la chaîne de l'Unité nationale. Au revoir.